Bonjour, je reçois aujourd'hui Sonia De Villers pour son livre intitulé Les Exportés, paru en septembre dernier chez Flammarion. Sonia De Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et nous connaissons d'abord votre voix, Mmh. puisque depuis de nombreuses années, vous officiez sur France Inter en tant que spécialiste des médias. Plus récemment, vous avez pris en charge une nouvelle émission sur Arte, Le Dessous des images, où vous nous proposez de décrypter les photographies. Les Exportés, si je ne me trompe pas, c'est votre premier livre. Et vous commencez, ce qui sera peut-être une nouvelle carrière, par un essai. Mais un essai qui raconte l'histoire de vos grands-parents. Une histoire personnelle, une histoire qui s'ancre dans la grande histoire. Pourquoi avoir choisi d'écrire maintenant cette histoire ? Il n'y a pas vraiment eu de choix. Il y a eu la rencontre avec une archive, avec un document historique, avec une liste de noms juifs. Et au milieu de cette liste, le nom de mes grands-parents, qui n'était plus un nom juif depuis très longtemps, parce que mes grands-parents ont changé de nom en 1946, qui était un nom de fiction, un nom choisi dans un roman en Roumanie à l'époque. Et ce nom, non juif, au milieu d'une liste de juifs, la liste étant le dernier témoin d'un trafic d'êtres humains, était tellement frappant, tellement flagrant, que j'ai eu envie à la fois d'en savoir plus sur le trafic, à la fois d'en savoir plus sur l'histoire de mes grands-parents, et indéniablement d'en savoir plus sur ce que c'était qu'un juif en Roumanie, puisque c'est précisément la partie de mon histoire qu'on m'a jamais racontée. Donc c'est en lisant le nom de vos grands-parents sur une liste, un document d'archives. Cette histoire, c'est, comme je le disais, c'est la petite histoire, hein, une histoire familiale, mais qui s'insère dans une grande histoire. Celle de votre famille maternelle, qui se trouve prise dans des événements peu connus, hein, en dehors des spécialistes. Le départ des Juifs de Roumanie, quelques années après l'avènement d'une Roumanie communiste. Alors, d'abord, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette famille maternelle, de ces grands-parents arrivés à Paris en 1961. Alors, ils ont tous les deux une histoire très différente. Ma grand-mère, Gabriela, est issue d'une grande famille d'intellectuels roumains, juifs roumains, les Sanielewicz. Elle a 7 oncles, et les 7 oncles sont tous académiciens. Il y a un grand mathématicien, un grand biologiste, un grand critique littéraire, un grand peintre. Sa mère, à elle, est la seule fille de cette illustre fratrie. Mais ma grand-mère s'est toujours sentie une descendante de cette dynastie. Ma grand-mère était quelqu'un de très, très orgueilleuse, de très arrogante, de très brillante aussi. Mais c'est quelqu'un qui avait quand même la fierté de savoir d'où elle venait et de porter en elle cet héritage familial. Mon grand-père est d'extraction beaucoup plus modeste. Et ça, c'est l'histoire d'une famille juive issue probablement des confins de l'Empire russe, et qui petit à petit a été chassée vers la Roumanie. Et le père de mon grand-père avait émigré à la fin du 19e siècle aux États-Unis, si bien que mon grand-père est né au Texas, porte un nom américain, il s'appelle Harry, comme Harry Potter, ce qui est quand même très rare en Roumanie et encore plus rare en Roumanie communiste de porter un nom américain. Sauf que ses parents, pris de nostalgie du pays, vont revenir en Roumanie, et mon grand-père va finir par grandir à Bucarest, où il connaîtra, au lieu de grandir sur un continent épargné par les conflits, où il connaîtra la Première Guerre mondiale, puis la montée du fascisme dans l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale, et puis l'avènement de la République populaire de Roumanie. Et mes grands-parents se sont mariés en 1935. Ma grand-mère a une formation de musicienne, elle aurait dû être pianiste. Elle sera finalement directrice d'orchestre et professeure de musicologie au Conservatoire national de Bucarest. Et mon grand-père, qui est ingénieur de formation, va diriger toutes les industries de la région de Bucarest. Donc voilà des gens qui ont très bien réussi, qui se sont fait une place dans cette nouvelle Roumanie communiste et qui ont de belles carrières. Ils ont traversé la guerre, ils ont échappé à la Shoah. Hein, ils ont fait leur place. Ils ont fait leur place dans la société roumaine. Et puis 1961, ils sont poussés à quitter la Roumanie. Vous nous racontez la manière dont ils quittent la Roumanie, et vous parlez de commerce. Commerce, quand la Roumanie échangeait ses Juifs contre du bétail ou des machines agricoles. Alors comment cela s'est passé pour vos grands-parents ? Alors c'est si difficile à croire et à entendre aujourd'hui, hein, d'où la nécessité impérieuse de comprendre, de donner du sens
à des registres du commerce où l'on trouve des listes de juifs et comment dire, des bons de commande de bétail mis l'un en face de l'autre. Alors comment ça s'est passé pour mes grands-parents? Mes grands-parents vont être exclus du Parti communiste. Ma grand-mère va être accusée, entre autres, d'espionnage pour le compte des Américains, ce qui est ahurissant. Mon grand-père aussi va être accusé de différentes trahisons et d'avoir pactisé de différentes manières avec l'ennemi. Je pense que mes grands-parents n'ont jamais voulu voir ou jamais voulu admettre ou jamais mesurer l'ampleur et la gravité de ce qui n'a plus de nom en régime communiste, à savoir l'antisémitisme du bloc soviétique, l'antisémitisme de Staline, l'antisémitisme du Parti communiste russe et des partis communistes qui lui sont affidés en Europe de l'Est. Et pourtant, il y a eu des grandes étapes en Roumanie après-guerre. Il y a eu des purges internes au parti où pourtant c'est flagrant. On décide de sacrifier, par exemple, en 1952, Anna Poker, qui est la numéro 2 du Parti communiste roumain. Et au fond, la seule chose qu'on puisse reprocher à Anna Poker, qui est vraiment une stalinienne fanatique, c'est son extraction juive, ce sont ses origines juives, parce qu'elle s'appelle Robinson, et de son nom de jeune fille. Mes grands-parents vont être exclus, on va leur faire des procès à charge comme c'est courant à l'époque. C'est extrêmement brutal, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement injuste. C'est d'une grande cruauté parce que c'est vraiment un processus d'exclusion sociale totale. On se retrouve en danger, on se retrouve menacé, on se retrouve surveillé en permanence, on se retrouve privé d'emploi, donc privé de subsistance. Et au fond, mes grands-parents n'ont pas le choix. Oui. Ils ont été recrachés par ce système auquel ils ont tant cru. Je pense vraiment que ce ne sont pas des communistes opportunistes, ce ne sont pas des communistes simplement carriéristes. Je pense vraiment qu'ils ont été des communistes sincères et authentiques. Je pense vraiment que beaucoup de juifs, et il y en a eu beaucoup, et je pense que vraiment beaucoup de juifs en Europe de l'Est, on le sait assez peu en France, mais en réalité, dans les années 30, la Roumanie connaît les mouvements fascistes les plus importants d'Europe après l'Allemagne. En réalité, en 1937, la Roumanie voit promulguer des lois raciales sur le modèle de Nuremberg, et c'est le deuxième pays au monde où elles sont promulguées. En réalité, la guerre en Roumanie se fait du côté des nazis. C'est le principal allié des nazis sur le front de l'Est. Mes grands-parents ont échappé à un pogrom absolument monstrueux qui a eu lieu en janvier 1941. Mais votre grand-père a été pris. Dans lequel mon grand-père a été raflé, et ça s'est vraiment joué à un cheveu. Il va d'ailleurs être conduit à un abattoir où il aurait dû être éviscéré et pendu à un croc de boucher comme du bétail. Ce qui est une espèce d'ironie de l'histoire, parce que je vais raconter l'histoire de juifs qui seront ensuite troqués contre du bétail, et ça fait beaucoup de bestialité, et ça fait beaucoup d'espèces de télescopage effarant entre l'être humain et la bête comme laquelle il sera finalement traité. Donc, mes grands-parents ont réchappé à tout ça, et je pense que vraiment, il y avait une vraie reconnaissance en eux et une vraie confiance dans l'idée que les communistes allaient rebâtir un monde nouveau, que ça serait l'avènement du genre humain, qu'il en serait fini, définitivement terminé des discriminations et de la haine antisémite. Donc, ils y ont cru. Donc, cette exclusion du Parti communiste est très, très violente, très douloureuse. Oui, d'où la déception d'autant plus forte, parce que justement, ils ont adhéré, ils y ont cru. Et comme vous avez dit, effectivement, beaucoup de Juifs ont cru que l'avènement du communisme, c'était la fin de l'antisémitisme. C'est ça. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui portait les gens, Et d'où la déception que l'on sent à travers... D'où la blessure, exactement, la blessure très intime, que l'on sent très bien dans votre livre, chez vos grands-parents, ce déchirement, ce départ forcé, qui est peut-être vécu aussi comme une libération, néanmoins, mais qui est avant tout une douleur. Une douleur, une immense douleur pour ma mère et sa sœur qui ont 14 et 16 ans. Donc là, il faut imaginer de toutes jeunes adolescentes qui vont être arrachées
du jour au lendemain à leur pays, à leurs amis, à leur ville, à leur famille, parce que c'était aussi tout un environnement familial formidable. Il faut imaginer en fait des gens qui n'ont plus le choix. Il faut partir. Mon grand-père aurait été arrêté probablement d'un jour sur l'autre. Leur vie, une vie entièrement privée de liberté, une vie de terreur, une vie d'humiliation, il fallait partir. Et ils vont faire appel à un passeur dont le nom circule sous le manteau. Le nom de ce passeur, Henry Jacober, qui est né en Hongrie, qui est juif lui-même, qui s'est installé dans les années 30 à Londres. Le nom de ce passeur circule dans la diaspora roumaine, à Paris, à Londres, à Genève et même à New York. Et en fait, on sait que ce passeur demande beaucoup d'argent, mais que si on parvient à réunir l'argent, il peut faire sortir des Juifs de Roumanie. Et je rappelle ici quand même que les frontières étaient entièrement cadenassées, qu'on ne traversait pas le rideau de fer impunément. Pourtant, lui, on le sent, dans votre livre, vous le racontez très bien. Lui, il se balade, il n'y a pas de problème. Alors, c'est un businessman averti, prospère, c'est un maquignon, c'est un homme qui fait de l'import-export de bétail et de produits agricoles. C'est quelqu'un qui entre et qui sort de Roumanie avec une grande facilité. C'est quelqu'un qui a des relations jusqu'au plus haut niveau de l'État et de la Securitate, qui est la police politique roumaine. Et c'est quelqu'un qui fait du business. Et au fond, c'est quelqu'un qui propose, notamment au ministère de l'Agriculture en Roumanie, du bétail à haut rendement, qui propose des machines agricoles, des camions frigorifiques, des abattoirs entièrement automatisés. Et la Roumanie n'a pas les moyens de se payer ça. Or, à la fin des années 50, c'est le moment où toute l'Europe, pas seulement les pays communistes qui ont vécu dans la douleur, la collectivisation des terres agricoles, mais toute l'Europe a besoin de moderniser son agriculture et d'intensifier son élevage. La Roumanie n'a pas les moyens. Les caisses du régime sont vides. Et c'est là que va naître cette idée effarante, qui est qu'on va faire du troc. Au fond, on a une population dont on sait qu'elle veut partir. On a surtout une population qu'on n'a jamais considérée comme des Roumains à part entière. C'est ça le non-dit, c'est ça l'impensé de cette histoire. C'est que quelques années plus tard, Ceausescu arrivera au pouvoir, il découvrira ce secret parce que c'est un secret d'État. Ça se fait en toute discrétion. C'est même sans doute le secret le mieux gardé du régime. Ceausescu découvre cette histoire, pousse des hurlements énormes, met fin à cette filière. Pour des raisons morales, vous pensez ? Pour des raisons... Il ne veut surtout pas que ça se sache sur la scène internationale, ça aurait été un scandale énorme. Oui, pendant des années, l'État roumain, et c'est décidé au plus haut de l'État roumain, va échanger ces Juifs, tête par tête, famille par famille, contre du bétail. Et essentiellement, contre quel bétail ? Des porcs. On a besoin de porcs. On a besoin de porcs venus du Danemark, des porcs Landrace. Jacober en a. Et donc, il fait entrer des porcs en Roumanie à condition qu'on en fasse sortir les Juifs. Ceausescu dira quelques années plus tard, parce qu'évidemment, il va réinstaurer cette filière qui est lucrative, et il dira les Juifs et le pétrole sont nos meilleurs produits d'exportation. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai appelé ce livre Les exportés, parce que ma famille et tant d'autres, c'est-à-dire qu'on estime à près de 800 000 personnes la communauté juive en Roumanie avant la guerre. Oui. Il y a beaucoup de changements de frontières avant et après la guerre, mais on l'estime à environ 350 000 après la guerre. Il n'en reste au moment de la chute des communistes qu'entre 3 000 et 10 000. 3 000 et 10 000 juifs dans toute la Roumanie. Et c'est pour ça qu'il fallait que je trouve un mot qui ne soit pas du champ lexical naturel de la migration, de l'exil, c'est-à-dire que mes grands-parents et tant d'autres ne sont pas simplement des exilés, ils ne sont pas simplement des réfugiés, ils ne sont pas simplement des immigrés, ils ne sont pas simplement des expatriés ou des rapatriés, oui. Ce sont des exportés parce qu'ils ont été troqués comme des marchandises. Alors, je vais vous poser une question, Sonia De Villers, j'espère qu'elle ne va pas vous choquer, mais on sent que vous avez été remué par cette idée de troc et qu'on fasse commerce de bétail en échange de juifs.
Mais est-ce que c'est pas de la réelle politique, tout simplement? Est-ce que c'est pas simplement la Roumanie a vu là l'occasion de développer, vous l'avez dit, son agriculture, que vous avez 350 000 Juifs qui veulent partir, ou pratiquement tous veulent partir. On va profiter de cela. Alors vous avez raison sur la dimension, on va dire, ethnique de la question, où les Juifs roumains... Qui est effarante. Oui, bien sûr, les Juifs roumains n'ont Alors, jamais d'un été côté, c'est de considérés la comme réelle politique. De l'autre côté, c'est une sacrée chance pour ma famille. C'est une chance Et immense. pour les Juifs en général de Mais Roumanie. vraiment, Oui. c'est-à-dire que tout le monde voulait partir, Bah oui. en réalité. Enfin, pas forcément en 1958, 1959, 1960, 1961, qui ne sont pas les pires années qu'ait connue la Roumanie en termes de répression et d'État totalitaire. Mais ils sont légions, les Roumains, les citoyens roumains qui ont voulu quitter la Roumanie. Et eux, ils ont pu. Donc, c'est toute l'ambivalence de cette histoire. C'est-à-dire que ça a permis à la Roumanie de moderniser l'agriculture, de remplir les caisses du régime et de produire de la viande. Oui, parce que voilà. remplir les caisses du après, il régime, faut quand vous même avez raison. savoir. Parce que après, c'est Israël qui va acheter. Après, les c'est Juifs, Israël qui les va Juifs à acheter la Roumanie. massivement les Juifs de Roumanie. Sauf que, d'abord, le peuple roumain n'a jamais vu la couleur de cet argent. Il a été entièrement canalisé sur 3 comptes en banque directement contrôlés par le palais et par Ceausescu. Donc, réelle politique, oui, mais confiscation évidente par une toute petite élite au pouvoir et le clan Ceausescu en premier lieu. Bien sûr. Et puis, une chance, oui, pour ma famille et pour tant d'autres de pouvoir partir. C'est toute l'ambivalence de devoir sa vie, sa liberté, sa dignité à des salauds. C'est toute l'histoire des passeurs dans l'histoire des migrations mondiales. C'est le rôle qu'il joue. Jacober s'est probablement considérablement enrichi dans cette histoire. Ce n'est pas injuste, ce n'est pas un philanthrope. C'est quelqu'un qui faisait de l'argent et du business sur le dos des Juifs. Ouais. Alors, une question. Votre famille maternelle était juive, Sonia De Villers, mais on le comprend dans le livre qu'à la fois elle a un rapport éloigné au judaïsme et qu'en même temps, sa qualité de famille juive la poursuit tout au long en fait de son histoire propre. Comment était-on juif en fait chez les Greenberg, devenus Deleanu? J'ai toujours du mal à vous l'expliquer. C'est un nœud de déni, c'est un nœud de silence, c'est un nœud de rejet, c'est un nœud de choses non exprimées. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de mensonge dans ma famille, jamais. On ne m'a jamais caché, comme c'est arrivé dans bien d'autres familles, Oui. le fait qu'on était d'origine juive. Jamais. Donc vous le saviez. Voilà. Mais il avait toujours été présenté, cette indifférence à l'origine juive, à l'identité juive, a toujours été présentée comme une fierté, une volonté intellectuelle, d'être libre de ne pas être assigné à identité, d'être libre de se choisir une identité. Et pourtant, toujours rattrapé. Et avec l'idée de se choisir une identité, se choisir un destin. D'où l'idée de choisir son nom après la guerre. Non pas de se cacher pendant la guerre, mais de choisir un nouveau nom après la guerre pour se choisir une nouvelle histoire. Et oui, c'est l'histoire de familles qui, de génération en génération, sont sans cesse rattrapées par l'antisémitisme de la Roumanie, voire l'antisémitisme d'État pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a jamais menti dans ma famille, mais il y a des choses qu'on ne raconte pas, néanmoins. C'est-à-dire qu'on raconte 1001 anecdotes sur la Roumanie des années 30. On raconte plein de choses sur la guerre. Mais on ne dit jamais la peur des Juifs qu'ils ont été, pas des autres Juifs, la peur des Juifs qu'ils ont été face à la menace de mort qui pesait sur les Juifs. Et ça, ce sont des mots qui ne sont jamais formulés. Jamais, jamais. Alors, pour vous, aujourd'hui, Sonia De Villers, je vais vous poser 2 questions, en fait. Qu'est-ce que ça signifie, d'abord, cette ascendance juive? Dans votre livre, vous avez une phrase qui m'a frappé. Vous dites que de l'indifférence au judaïsme de votre grand-mère, vous avez hérité et vous vous êtes longtemps contenté. Longtemps. Cela signifie-t-il que ce n'est plus le cas aujourd'hui? Cela signifie que derrière l'indifférence, il fallait voir autre chose. Moi, mon rapport à cette origine juive, à cette identité juive, il est brisé en 1000 morceaux et j'ai beaucoup de mal à raccrocher les morceaux les uns aux autres. J'ai beaucoup de mal à recomposer le puzzle. Donc, d'un point de vue affectif,
je ne ressens rien. D'un point de vue émotionnel, il y a quelque chose qui est complètement éteint. En revanche, l'expérience de ce livre, et qui a beaucoup secoué, c'est que derrière l'indifférence, il y a des blessures immenses, des blessures non dites. Et quand je vous dis que la notion de peur n'a pas été transmise, probablement que dans une famille, rien ne circule mieux que l'inconscient, rien n'est plus riche que les silences, et dans ces non-dits, il y a beaucoup de choses qui circulent. Voilà. Et quand je vous dis que je me suis longtemps contentée de on est juif, mais ça ne nous regarde pas, je ne peux plus m'en contenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Sonia De Villers, d'être venue chez Acadème. Je vous invite à lire ce passionnant ouvrage, vraiment. Merci. Et merci de l'avoir écrit. On apprend beaucoup de choses. Les Exportés, donc de Sonia De Villers, paru chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci à vous.